Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran là, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. Donc ne manque pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà. Et je tiens à rappeler ici là que les gens m'ont raconté leur expérience, c'est pas facile. Encouragez-les en laissant un like, en laissant des commentaires. Je vous assure, ils lisent vos commentaires et beaucoup apprennent de vos contributions dans les commentaires. C'est vraiment important, s'il vous plaît, laissez des commentaires. Donc, on va passer à la première histoire. Donc écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonjour DMG, ici je voudrais vous raconter l'histoire de ma grande sœur. L'histoire de ma grande sœur à moi. Ma sœur est quelqu'un qui a toujours été une femme au grand cœur en fait. Une femme au grand cœur, elle va de déception amoureuse en déception amoureuse. Elle a donc décidé de se caser. C'est une femme battante, elle se cherche. Elle a son activité. Elle est là, elle est indépendante. Elle loue une maison. Elle loue une grande maison en fait. Mais ma soeur, donc après toute cette déception, a fait la connaissance d'un monsieur. Elle fait la connaissance du monsieur, c'est un étranger. C'est un Ivoirien. Quand elle fait la connaissance de ce monsieur sur Facebook, elle cause avec le monsieur. Après, elle nous a parlé de ça à la maison parce que moi, je suis en famille. Elle nous a parlé de ça. Ah, bon, après, elle n'a pu parler de ça. Après un moment, moi, je me suis rendu compte que le monsieur était déjà là. Il venait la voir, puisqu'elle est loue, comme je vous ai dit au début. Elle est loue une maison. Le monsieur est venu vivre avec elle. Bon, le monsieur vivait avec elle, on n'avait pas de problème. On savait que bon, c'est une grande fille. Si elle a pris une décision de vivre avec le monsieur, c'est qu'elle a mûrement réfléchi à ça. Bon, on a fait beaucoup de temps avec le monsieur. Beaucoup de temps. Bon. 4 mois de relation, le monsieur dit ok, d'accord, comme c'est un pasteur, il a le projet d'un ministère. C'est comme ça que le monsieur commence à chercher des fidèles, chercher un espace pour commencer son église. Ma soeur sait que le monsieur c'est un pasteur, ce qui est sûr. Elle étant une fille de dehors et tout, avec un pasteur, il peut l'aider à se convertir et tout. Bon, le temps passe. Ici, étant un étranger, c'est pas trop évident pour lui et tout. Le monsieur, alors, il s'était même familiarisé avec la famille. On savait déjà que c'était le beau-fils. Il avait le projet d'épouser ma soeur. Il était question que le monsieur vienne voir les parents ce janvier, parce qu'il voulait venir en décembre, mais le papa a refusé qu'il vienne voir les parents. Comme ça, ma soeur me dit, mon futur fiancé va entrer en jeûne. Il est en jeûne autant pour moi. Il est en jeûne et pendant son jeûne, il me demande de le réveiller chaque fois 1 heure pour prier. Il se réveillait chaque fois 1 heure pour prier. Ma soeur dit qu'il n'avait pas de problème. Chaque fois 1 heure, le monsieur se réveillait, il priait. Un jour alors, ma soeur me dit, non, je ne vais pas travailler aujourd'hui. Quand ma soeur ne travaille pas, elle réveille le monsieur à 1 heure. Vous voyez? Quand elle réveille le monsieur à 1 heure, le monsieur se réveille. Elle sait que ce sont les prières qu'il fait. Elle ne sait pas sur le coup réendormir. C'est comme ça qu'elle écoute le monsieur dire esprit des enfers. Le gars était assis en train d'invoquer les esprits des enfers. Sur le coup, ma soeur n'a pas réagi. Elle est restée glacée dans la maison, que chez elle et tout. Elle pouvait même se lever là, elle devenait folle. Elle est restée tranquille. Dans la journée, elle demande au monsieur que donc, c'est comme ça que je devais rester avec toi. Et puis, un jour, on devait seulement entendre que
Tu es comme ça, tu dis que tu es pasteur alors que tu viens évoquer les esprits des enfers ici. Il dit que, ne me dérange. Donc, il a commencé à tourner. Comme ma soeur aimait le monsieur, il a commencé à faire le chantage affectif. Il a même appelé la famille pour dire que ma soeur l'a violenté et tout et tout. Bon là, ma soeur n'a pas parlé directement. Elle n'a pas dit à la famille que comme ça. Il a fallu que je fasse des remontrances à ma soeur pour qu'elle me dise que est-ce que tu sais que le monsieur invoquait l'esprit des enfants ici à la maison. C'est comme ça que ma soeur part, elle part voir la maman. Maman lui pose la question que comment tu es avec un monsieur comme ça et puis tu ne t'es même pas renseigné. Moi depuis je n'ai pas parlé parce que je savais que tu es une grande fille. Comme ça que ma soeur commence à paniquer que peut-être le monsieur, si on a été ensemble, il a même déjà fait quelque chose. Comme ma soeur était en contact avec la famille de l'Ivoirien, donc le monsieur avait déjà dit à sa famille en Côte d'Ivoire qu'il devait rentrer en mars. Il devait rentrer en mars. Nous sommes là en janvier, non? Puisqu'il devait venir voir la famille en décembre. Et puis comme papa avait refusé en décembre, il devait voir papa en janvier. Donc c'est comme ça que ma soeur commence à faire ses enquêtes parce que elle avait tous ses mots de passe. Elle avait, bref, il s'échangeait les mots de passe Facebook et autres. Là où ma soeur lance dans ses recherches. Et comme ma soeur, quand elle veut fouiller, elle va te dire avec qui tu sors et tout et tout. Quand ma soeur commence à fouiller, ma soeur se rend compte que le monsieur l'ivoirien est en contact avec des gens de la Rose-Croix, des gens, je ne veux pas donner le nom, des cercles et tout, où le monsieur faisait, je vais dire ça comment, il proposait ma soeur en sacrifice. C'est là où ça revient dans la tête de ma soeur que avec le monsieur, ils allaient souvent à Bastos. Ma soeur sait que c'est un pasteur, il prie souvent pour les personnalités. Ils allaient souvent à Bastos là-bas. Elle dit, bon, parfois le monsieur se retirait avec ces personnalités-là. Il causait avec ces personnalités. C'est comme ça que ma soeur dit, mais j'étais où comme ça? Ma soeur, prise de panique, elle ne pouvait même plus rentrer chez elle dans la panique. Ma soeur dans ses recherches. Et il faut noter ici que c'est ma soeur qui était... Le monsieur ne voulait pas lui... Il avait commencé un boulot. Et le boulot, après, il a fait genre, il ne voulait plus lui aller travailler. Ma soeur a fait ses recherches, elle est tombée sur... elle a même monnayé un monsieur là qui lui a envoyé toutes les captures d'écran où le monsieur avait déjà proposé ma soeur en sacrifice. Bon là, c'est pour ce qu'elle connaît. Donc imaginez ce qu'elle ne connaissait pas. Ma soeur qui a accueilli ce monsieur, la famille a accueilli ce monsieur avec le bon cœur, la gentillesse et tout et tout. Comme ça que ma soeur, prise de panique, s'en va écrire à la famille de l'Ivoirien pour dire que c'est comme ça et tout et tout. Et puis maintenant, la soeur de l'Ivoirien dit à ma soeur que mais il nous a dit ici qu'il devait rentrer en mars. Donc, le monsieur, l'Ivoirien, avait prévu sacrifier ma soeur depuis le début parce que c'était son projet. Sacrifier ma soeur et puis rentrer dans son pays. Parce qu'il était question qu'il se marie. Vous voyez un peu, si il se mariait avec ma soeur, puisqu'il était question qu'il vienne faire le toqué-porte. Après, il se mariait avec ma soeur. Donc, c'était l'agent du sang de ma soeur là qu'il devait se marier avec. Et après, il devait disparaître. Ma soeur devait seulement rester mourir. On ne devait même pas savoir ce qu'il a tué. Mais comme nous savons qu'ici, nous sommes au Cameroun, bon, là, on devait peut-être savoir, puisque avec la tradition et tout et tout. Alors, ma soeur se rappelle de tout et de tout. Et moi, j'ai pensé que le monsieur, parce que je ne comprends pas le fait que quelqu'un arrive comme ça, il nous a carrément hypnotisés. Parce que même moi, j'étais tellement proche avec lui qu'à un moment, je ne me suis même pas rendu compte que
Je ne me suis même pas rendu compte que ce monsieur pouvait faire ce genre de choses. Ce monsieur pouvait faire ce genre de choses. Ma soeur a déterré les trucs à la maison que le monsieur avait déjà planté là-bas chez elle, les canaris et tout et tout. Donc le monsieur partait avec ma soeur, sortait même avec ma soeur, lui disant que nous sommes mes amis, alors que le monsieur proposait ma soeur en sacrifice. Elles sont les histoires de ces jours-ci, comme je vous parle. Le monsieur proposait ma soeur en sacrifice. Et après ma soeur, donc, prise dans la panique, nous sommes allés voir un prêtre. Nous sommes allés voir un prêtre exorciste. Le prêtre exorciste a dit à ma soeur que là où tu es là, tu as pactisé avec le diable. Tu as pactisé avec le diable. Donc il est question que on te fasse des séances de prière pour savoir si le monsieur peut-être avait déjà commencé peut-être à t'envoyer devant pour qu'on essaye de voir. Parce que vous savez, ces choses-là, si tu n'es pas marié avec quelqu'un, il ne peut pas t'atteindre directement. Ma soeur a fait ses séances de délivrance. Elle a fait ses séances de délivrance. Après ces séances de délivrance, le monsieur ne fait que menacer ma soeur au téléphone, l'insulter, la saboter partout et tout, faire un sabotage. Bon, ma soeur s'est mise dans les prières. On a dit à ma soeur que si il avait prévu de sacrifier, ça va rentrer sur lui-même. Ça va rentrer sur lui-même. Pas plus tard que même pas 2 semaines, le monsieur a perdu le frère à sa maman, qui n'était pas malade, il est décédé. Bon, là, actuellement, le monsieur est là dans la ville, il est à Yaoundé. Nous sommes à Yaoundé. Ici, ma soeur est encore en train de se faire traiter, elle se fait soigner. Et on espère que d'ici peu, puisque là, elle a déménagé, elle a même laissé la maison avec la panique et tout, les esprits même qui ont été invoqués là-bas, elle est quittée. Ici, je viens vous dire à toutes les femmes, parce que nous les femmes, quand on est à un certain âge, là, on se dit que on ne peut plus rencontrer l'homme. On ne peut plus rencontrer l'homme. On peut plus rencontrer l'homme. On se dit, on est désespéré. Mais je viens ici vous dire à toutes les femmes, n'embrassez pas tout le monde. Parce que je ne sais pas de quoi ce monsieur a usé. Ou je me dis peut-être où c'est sa nature. Ce monsieur s'est tellement attaché à nous que quand je vous parle même, j'ai de la chair de poule. Même à moi, j'étais tellement amie avec lui, je me confiais en lui qu'aujourd'hui, quand j'apprends ce genre de choses, je suis terrifiée, je vous assure. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Même si vous voyez un homme qui n'a rien, ne l'accueillez pas de façon... Il faut toujours mener vos enquêtes, connaître sa famille, vous renseigner, essayer de savoir quelles sont ses intentions envers vous. Il faut essayer de fouiller dans sa vie parce que on devait perdre ma soeur puisqu'il avait prévu sacrifier ma soeur. Il avait prévu sacrifier ma soeur en janvier. Il savait qu'il devait rentrer en mars. Faites très attention et n'ouvrez pas les portes à n'importe qui. Même si vous voyez un mendiant dehors que non, c'est comme ça, n'ouvrez pas les portes à n'importe qui. N'ouvrez pas les portes à n'importe qui. Le dehors est devenu mauvais. Moi, je suis les histoires de DM. Je ne savais pas que je ne pouvais pas être en train de raconter une histoire pareille un jour. Je ne savais pas. Et le monsieur est là. Faites très attention. Les pasteurs, les églises. Restez là où vous avez toujours été, les églises. Restez, voilà un monsieur qui venait. On l'a tellement bien accueilli qu'il devait venir sacrifier ma soeur, malgré tout le bon cœur que ma soeur a eu envers lui. Rester avec lui, elle restait avec le monsieur dans la même maison. Elle ne s'est jamais doutée que le monsieur pouvait avoir ce genre d'intention. Donc faites très attention et vraiment méfiez-vous. Méfiez-vous de tout. Merci bien, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, laissez vos impressions en commentaire. On va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG. Très content de participer à l'émission. Je ne suivais pas les émissions depuis, mais je suis chaque jour maintenant. Chaque jour, j'écoute au moins 10, 15 histoires.
toutes les histoires de depuis et même aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour cette émission. Félicitations. DMG, félicitations pour l'émission qui est très bien pour les jeunes. C'est pour conseiller beaucoup de jeunes. Ça donne beaucoup de conseils, ça aide. Félicitations et merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse vraiment de toute ta vie. J'ai une histoire à raconter, moi, ça me concerne moi-même. C'est une histoire que j'ai vécue dans une ville de South Cameroun, sud de Cameroun. Je ne peux pas donner la ville, mais les gens qui connaissent l'histoire vont reconnaître. Donc, je travaillais dans cette ville-là, on travaillait dans la boulangerie. Donc, il y avait la boutique où les gens venaient acheter les choses. Mais nous, on travaillait dans la fabrique de pain où on fabriquait le pain et on venait livrer chaque matin à 5 heures à la boulangerie, dans les boulangeries du monsieur. C'est un grand directeur, une grande boutique. Il a même beaucoup de boulangeries dans le Cameroun. Donc, on faisait le pain, on venait livrer à 5 heures. Et dans les boutiques où on venait livrer le pain à 5 heures, chaque jour, quand on arrivait, on klaxonnait toujours parce que j'étais dans la voiture, on livrait dans la voiture, on partait. On venait trouver toujours le gardien. Il était seul d'abord parce que la boutique qu'il gardait, donc la boutique de la boulangerie qu'il gardait, c'était la boutique où les autres boulangeries venaient verser l'argent avant d'aller dormir. Donc c'était la boutique où il y avait beaucoup de l'argent. Tout l'argent des autres boulangeries de la zone là venait verser. Il y avait le coffre du patron là-bas. Mais le patron avait même demandé s'il ne veut pas qu'on ajoute 3 personnes pour garder avec lui. Il a dit non, il est seul. C'était un papa, un monsieur, il venait de Far North, extrême Nord là-bas, les Gisons, Marois, Garois. Il disait toujours non, il veut garder seul, il veut garder seul. Bon, on faisait confiance toujours. Et chaque fois qu'on venait le matin, on klaxonnait. Il dormait, je vous dis, DMG, il dormait. On klaxonnait, on cognait même le portable pendant 10 minutes pour qu'il se réveille. On disait, mais le gardien qui dort comme ça, comment il dort? Après, il vient, il ouvre le portail, on entre avec la voiture, on livre le pain qu'on avait fabriqué avec les cakes, les gâteaux, tout ça, on donne. On donne où on doit donner. Après, on repart. Chaque jour, on venait, on livrait, on partait comme ça. Maintenant, il y avait 2 voitures. Moi, je venais souvent avec une voiture. La deuxième voiture aussi venait parfois, quand nous, on est de repos, c'est eux qui viennent livrer. Là-bas, donc, les gens qui venaient livrer, il y avait un type là-bas qui n'était pas bien, qui était compliqué. Il a donc dit que comme chaque fois aussi venait, nous tous on savait que le gardien dormait beaucoup là. Il pensait qu'il pouvait donc venir un jour faire un coup avec les autres gens de son quartier, les bandits de son quartier. Il a donc cherché 3 autres gars. Une fois dans la nuit, 3 autres gars, ils ont dit qu'ils viennent qu'ils vont maintenant voler dans la boulangerie là parce qu'ils voyaient que le gardien dort beaucoup. Ils vont escalader, entrer sans que le gardien ne sente. Ils vont partir et casser le coffre, prendre tout l'argent. Ils sont donc venus et donc lui là, ils ont mis les masques sur la tête. Ils étaient avec 3 personnes, donc 4 personnes. Ils sont venus, ils ont escaladé le portail. Le gardien dormait toujours parce que le gardien, lui, il dormait. Vraiment, il dormait. Ils ont escaladé le portail. Ils sont entrés dans la boulangerie. Ils ont cassé la fenêtre par derrière. Le gardien dormait toujours. Même si le bruit avait, le gardien, lui, dormait toujours. Ils ont cassé. Ils sont entrés dans la boulangerie. DMG, c'est donc là où il faut faire très attention maintenant parce qu'ils sont entrés, les 4 entrés comme ça. D'autres voulaient même voler les biscuits et autres. Ils ont commencé à fouiller toute la boutique. C'est là où derrière eux, quand ils se tournent, ils voient 2 grosses panthères noires. Donc 2 grosses panthères noires derrière eux. Pas petites panthères, grosses panthères noires. Et les panthères les ont sauté sur eux. Donc, une panthère a sauté, il a attrapé un voleur là. L'autre a attrapé 2 voleurs. Le troisième est allé se cacher derrière un frigo où c'était le frigo. Donc, caché derrière le frigo. Les panthères ont mangé les 3 autres là. Donc, déchiré, mangé, ouvrir le ventre, manger le ventre. Et le dernier qui était là derrière le comptoir,
il dit que une panthère est venue, les deux panthères se sont tournées, ils l'ont vu. Ils sont venus devant lui et ils ont dit que c'est celui-là qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas le manger, que c'est lui qui va raconter l'histoire qu'il a vu, ce qu'il a vu, qu'on ne doit pas entrer n'importe comment parce que le gardien qui est couché dehors là ne garde pas seul. C'est la panthère, il dit, parce que le type là a raconté lui-même l'histoire. Puisqu'il a commencé à crier. C'est lui qui a alerté les gardiens des autres boutiques qui étaient à côté, qui sont donc venus aussi crier sur le gardien, notre gardien là qui dormait. Mais c'est lui qui raconte l'histoire que ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est la panthère là. Que les panthères étaient devant et on parlait avec la voix des hommes, dont le français. On dit que c'est lui, ils ne vont pas le tuer pour qu'il aille raconter partout pour que les voleurs ne viennent plus voler. Donc, ils ont laissé, ils sont repartis comme ça, ils sont entrés dans une porte. Le type là est donc resté crié, il a pissé sur lui, il a chié sur lui, il a fait donc tout, on est entré donc avec le gardien. Le gardien, quand on a venu, on a revoyé le gardien dehors, les gens disent que mais voilà quelqu'un qui crie dedans dans la boutique. Le gardien dit que chacun s'occupe de ses problèmes. Les autres gardiens disent que non, mais il faut voir donc comment les gens crient dans ta boutique. Les gens ont ça beaucoup parler. C'est donc là où le gardien là, a ouvert d'abord la porte. Les autres gardiens sont entrés, ils sont partis. Ils ont aussi ouvert dans le grand portail, ils ont vu donc le type là était dans tous les états, avec les pleurs partout, les mauves, et les caca et les pipis qu'il avait partout. Il a commencé à raconter. Donc pendant qu'il racontait l'histoire, comme les gardiens là ont les number for people, for police, ils ont un numéro de police que quand ils ont des problèmes, ils peuvent appeler. Ils avaient déjà appelé, donc la police est venue. C'était déjà un peu vers les 5 heures aussi, l'heure aussi, nous là, moi, parce que j'ai vécu de mes yeux. C'est nous qui venons livrer le pain le jour là, notre tour. On est arrivé, on a trouvé déjà les autres gardiens dedans, on est entré aussi, on a demandé, j'ai vu le type là qui racontait, il a raconté devant moi comment ça s'est passé, les panthères ont mangé. Et quand on est entré dans la boutique, on a trouvé les 3 corps coupé, ventre ouvert, tu vois comment c'est pas normal, tu vois comme si on a croqué partout, que c'est ouvert partout, c'est mains, avec la tête blessée, le sang partout. Donc ils étaient morts. Trois personnes étaient couchées mortes comme ça là. Et quand on a commencé à chercher, on a appelé le grand patron. Le grand patron est venu à 6 heures. Quand il est arrivé à 6 heures, on a raconté l'histoire, on a cherché maintenant le gardien qui gardait à la boutique là, on ne le voyait plus. Donc pendant qu'il y avait les choses qu'on marchait, on discutait beaucoup là, le gardien lui il a profité, il est parti, on ne savait pas qu'il va fuir. On a fouillé, cherché où le type là a montré la porte où les panthères sont entrés, c'était le magasin où on gardait les farines, les choses. Il est parti là, on est parti ouvrir, il n'y avait rien. On a même, le policier même avait les fusils que s'il y a les panthères, ils vont seulement tirer, mais il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de fenêtre sur la porte là. Tout était fermé, rien. On a fouillé jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu les panthères là. Le père qui gardait là, jusqu'aujourd'hui même, on n'a jamais vu où il est parti parce que après le patron l'a cherché, on n'a plus jamais vu, jamais. D'autres disent qu'il est rentré dans Far North, Far North et qu'il est rentré dans son village. D'autres, c'est ce qu'il dit. Donc, DMG, c'était pas mon histoire pour dire que même quand vous voyez les gardiens couchés seuls, même s'il est dehors, s'il a mis la corde là, que c'est là qu'il garde, n'entrez pas parce que vous ne connaissez pas comment il garde ça. La corde que vous voyez là, d'autres n'est pas simple, n'entrez pas dedans. Vous ne savez pas avec quoi il garde. Lui, il peut être loin là-bas en train de dormir, mais même si c'est pas derrière, be careful. Be careful, no be easy, no be simple person. Those people qui les gardiens là, c'est pas simple personne. C'est pas simple personne. On garde pas la nuit seul comme ça. Un truc qui a beaucoup d'argent seul et on est simple. Vraiment que mes frères écoutent l'histoire là et qu'ils soient prudents, seulement prudents. Merci. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Bonjour DMG. Bonjour la communauté DMG. Bonjour à tous et à toutes. Je suis une femme guinéenne. Je suis née à Guinée, dans la capitale Conakry, plus précisément
en ville. Ceux qui sont guinéens et ceux qui ont fait la Guinée, la Conakry, ils connaissent en ville. Je suis une dame qui est née. Oui, je suis née. Le jour où je suis née, ma maman, je l'ai perdue le même jour, puisque je n'ai jamais connu ma maman. Après ma naissance, c'est là, ma mère est décédée, paix à son âme. Mon défunt père aussi avait 4 femmes, y compris ma maman. C'est ma maman qui était la 4e. Les 3 autres femmes vivaient à la maison avec leurs enfants. Et moi, je suis grandie toute seule. Mais j'étais entourée par les gens, mes frères, demi-frères, mes demi-sœurs. Et je suis la dernière de la famille. Ma maman m'a mis au monde et puis elle est décédée. Mais mon défunt père, il avait beaucoup d'enfants avec les différentes femmes. Mais ce sont tous des femmes que lui-même il a mariées. C'était la dernière femme qui était ma maman. Elle est décédée. Donc quand elle est décédée, j'étais héritière de son don qu'elle avait, son super pouvoir, comme on peut le dire. Donc mon papa m'a élevée avec sa petite sœur. J'ai grandi avec eux, mais c'est mon papa qui j'étais trop attachée. Il était trop attaché à moi, y compris moi. Il a joué le rôle de grand-mère et de maman et puis papa. Mais le problème est que quand j'avais 3 ans, j'ai découvert que j'avais un petit pouvoir. Je peux dire comme ça. Du coup, à l'âge de 3 ans, quand je me couchais, je peux dormir à partir des 0 heures. Mes yeux sont ouverts. Mais je suis couchée, hein. Mais je peux dormir, mais je sens dans mon corps, je suis en train de sortir. Je voyais les chats qui passaient. En bas de la maison, ma chambre quoi en fait, sous la chambre, en dessous de la chambre. Donc en dessous de la chambre, c'est là les gens de notre concession faisaient leur sorcellerie. Ceux qui ne croient pas en sorcellerie, chez nous là-bas en Guinée, en tout cas, ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, parce que de l'âge de 3 ans jusqu'à 7 ans, les locataires et puis les voisinages, et tout se transformait en chats. Oui, donc du coup quand je descends, et tous, ils ont la tête des chats. Mais tu entends leur voix, mais je reconnais et tous. Parce que quand ils parlent, je connais. Le lendemain, je me lève. Quand j'étais petite, je me lève, je vais derrière la maison, mais je ne vois pas la maison. Chaque fois quand ça m'arrive, je ne vois pas. Bon, quand j'ai expliqué ça à ma maman, comme je peux dire, c'est la petite soeur de mon père, ma tante. J'ai dit, ah non. Anna, ça veut dire maman. Elle dit, le problème est que la nuit, je vois une maison en bas ici. Mais le matin, quand je me lève, je ne vois rien. Elle ne m'a pas pris au sérieux. Elle dit, oh, il faut laisser ça. Tu parles beaucoup, il faut laisser, c'est une histoire d'enfant. Peut-être tu as joué avec tes amis matin, la journée, et puis tu as commencé à penser, même rêve là. J'ai dit, non, je ne peux pas penser comme ça, mais j'ai laissé. Du coup, j'ai commencé, parce que moi, depuis le bas âge, je voyage. J'ai grandi toute seule, hein. Bien sûr, j'ai des amis de l'école, mes amis du quartier. Je n'avais pas d'amis. En tant que comme amie, copine, non. Parce qu'il y avait tellement de jalousie envers moi. Donc, j'ai grandi avec les garçons. Voilà. Les jeunes du quartier, c'est ça, ils étaient mes amis. Donc, je ne fréquentais pas avec camarades où on peut préparer petites poupées. Non. Je n'étais pas habituée à ça. Du coup, bon, j'ai commencé à grandir. Où on dit... Les gens ne voyagent pas, les trucs, il n'y a pas affaire de mystique, c'est mensonge. Moi, je peux confirmer que ça existe. Parce que mon défunt père à son âme, quand il me disait, ma fille, je veux que tu voyages, tu vas aller terminer tes études en Europe. J'ai dit, ah, Baba. Baba, ça veut dire papa, en mon ethnie. Il dit, non, je n'ai pas besoin. Mais il me dit, mais pourquoi tes amis sont en train de partir, mais toi tu es là? J'ai dit, ah, faut laisser ça. Moi, si je veux aller là-bas, je vais là-bas toujours. Ben, je n'ai pas besoin. Il dit, mais tu vas comment? Ça l'est là comme ça, comprendre. Dit, bon, je comprends ce que tu veux dire. Mais sache que, avant de naître, c'est moi qui t'ai mis, c'est moi qui a fait que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui.
Donc, tu fais des trucs comme ça. J'ai dit, ah, je fais ça, je voyage. Il dit, les matins, la nuit, je me trouve, je voyage, je fais des voyages astrales, comme on le dit en français. Il dit, si je vais aller dans tel pays, je vais là-bas. Je fais ce que j'ai à faire et puis je reviens. Mais DMG, je n'ai jamais... Je touche le bois, hein. Je ne connais pas demain. Mais jusqu'à aujourd'hui, si je vais aller dans les coins où moi je veux, je voyage tranquillement sans problème. Même je suis mariée où je suis là. Mon mari a tout fait pour aller en Europe, quoi. J'ai dit non, si les enfants veulent voyager, peuvent aller là-bas. Si j'ai envie de voir mes enfants, je vais les voir. Mais pas par l'avion. Moi, je sais comment je fais. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. DMG, bonsoir. Je suis une Gabonaise. Je veux faire passer aussi mon histoire. Et tout de même, je veux d'abord te remercier pour ce que tu fais pour nous, pour tout le monde entier d'ailleurs. Merci pour tout, parce que ça nous éclaire et ça nous ouvre vraiment les yeux. Je passe directement à mon histoire. J'étais encore toute jeune. C'est comme ça que, comme toutes les jeunes, je me déplace avec certaines de mes copines. On était à 3. On se rend dans une boîte de nuit. Voilà comment on arrive en boîte. On trouve aussi d'autres filles là-bas qui viennent se rejoindre à nous. On prend toute une table. On essaie un peu de faire un peu le show. Voilà comment les messieurs qui étaient au coin, ne sachant pas d'ailleurs que c'était des grands, comme on le dit vulgairement, des boss. Voilà comment ils envoient un jeune garçon venir vers nous, particulièrement vers moi. Le gars vient m'appeler, me dit non, il y a un monsieur qui voudrait vous parler. J'essaie un peu de résister là. Je dis oui, j'ai compris. On a continué à faire notre show. Après, ils envoyaient de temps à autre la boisson. La table était vraiment arrosée. Un temps, soit peu, le monsieur lui-même s'est déplacé. Il est venu me trouver. Et non, j'ai envoyé mon jeune frère là pour venir vous appeler. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, j'étais encore un peu avec les autres. Il dit non, je vais vous parler parce que dans quelques minutes, je vais rentrer. Je suis allé sur leur table. On a fait quand même connaissance un peu. Du coup, il a dit qu'il partait, qu'il rentrait. Et nous, on est restés en soirée. On s'est échangé de numéros. Le lendemain, il m'a appelé. Quand il m'appelle, il me dit non, je ne sais pas si on peut se voir. Je lui ai dit non. Du coup, je n'avais pas le temps parce que j'étais en train de m'apprêter pour aller retrouver aussi ma copine pour un autre show. Je peux dire qu'on était toujours du snack en boîte, un peu dans le show. On était très jeunes, on avait 19, 21 ans par là. Au bout d'un temps, on s'est quand même revus. C'est là où le monsieur me fait part un peu de ce qu'il fait. Puis, il me dit à peu près comment il fonctionne un peu. Et il me demande si on pouvait se déplacer pour aller en province, dans notre province même natale, puisque le monsieur était même de la même province que moi. Je vais taire un peu
au nom de la province. Sans hésitation, j'étais partante. Il a pris les billets, on est parti. Arrivé dans la ville, dans l'une des villes de chez nous, on a pris une chambre à l'hôtel, une suite d'ailleurs même. On est resté là. La nuit, on est sorti pour aller faire un peu encore le groove parce que je peux quand même avouer que c'est aussi quelqu'un qui aimait les ambiances. On est allé en boîte là-bas. En route, sur la route parce que partant de l'hôtel pour aller en boîte, on s'est arrêté quelque part d'abord. C'est là où il me fait part que non, il veut aussi aller chercher un de ses amis qui se trouvait un peu à 15 km de la ville. Je dis, il n'y a pas de souci. On pouvait s'y rendre. On arrive dans ce village. On prend le monsieur. À notre retour, on était déjà passé en voiture, bien sûr, par les phares. Il me montre, puisqu'on était devant, lui et moi, et le monsieur était à la deuxième cabine. Il me dit, non, il y a un carton qui est sur notre passage là. J'ai dit, le carton? Il dit, oui, tu vois pas le carton là? J'ai dit, moi je ne vois pas le carton. Il dit, non, il y a un carton là. Bon, je vais m'arrêter et tu vas essayer d'aller voir ce qui est à l'intérieur. J'ai dit, non, moi je ne peux pas faire ça. Déjà qu'il est plus de 22 heures. Et entre les villages là, vous savez comment les arbres sont, il y a le noir et tout. Je dis non, moi je peux pas descendre. Il dit non, il n'y a rien, je vais mettre le plein phare comme ça là, tu regardes juste ce qui est dedans. Je dis non, moi je peux pas faire ça. Là, jusque là, je n'avais pas peur, je n'avais pas d'idée. Je me disais qu'il a voulu seulement être curieux. C'est comme ça que son ami lui dit bon, allons-y, si elle ne veut pas, tu le laisses. On est parti. Arrivé en boîte, on s'est bien amusé. On arrive maintenant. Il dit, oh non, on ne peut plus aller dormir à l'hôtel. Il va forcément qu'on aille dans son village dormir là-bas parce que paraît-il que son petit frère lui a fait part des choses qui se passent là-bas. Il voudrait régler ça au petit matin. Et il n'aura pas le temps en journée. Je fais comment? Je dis, il n'y a pas de souci. On est parti maintenant dans son village. Arrivé chez lui. Il a eu des grandes maisons. Des grandes maisons. On est arrivé, il s'est garé, on est descendu. Il a pris sa clé, il a ouvert sa maison, à lui-même sa maison, parce qu'il a sa maison à lui-même seul. Donc, les autres maisons sont occupées un peu par les parents, par les travailleurs. Mais là où lui-même il reste, c'est sa maison à lui-même seul. On est allé là-bas. On a terminé de se doucher bien. On est allé au lit. Aller dormir vers... on a fait ce que vous savez. On a terminé de faire. Bon, on est là maintenant en train de dormir. Je me réveille. Je crois vers 4 heures. Je me réveille. Je vois un truc. Je ressentais ça dans le sommeil. Je ne sais pas quoi. Quelle sensation. Comme ça, on me dit, réveille-toi, réveille-toi. Quand je me réveille, tout doucement, j'ouvre mes yeux. Je vois une personne. Une courte personne. Un homme.
vraiment pas de taille, qui est à peu près à la taille du lit, debout sur nous. Je dis, mais je suis en train de halluciner, de rêver ou bien de quoi, je ne sais pas. Je vais dire quoi? Mais j'ouvre bien mes yeux, je vois la personne aller vers la porte. Je prends quand même tout mon courage. Je réveille le monsieur, je lui dis, papa, papa, il fait toujours, il dort, je ne sais pas, il joue qu'il est profondément endormi. Mais d'un coup, si j'ai peur que le gros bonhomme là, mais j'ai sûrement bien me fasse mal, mais je réveille le monsieur, il n'arrive pas à se réveiller. Après, je me retourne sur le lit. Je pense à la prière, je dis, Seigneur, protège-moi de toute attaque, je ne connais rien. Je ne sais. Quand je termine de prononcer la prière, là, le bonhomme disparaît. Pas possible. J'ai pris peur. La chair de poulet rentrer en moi. Je me suis assise sur le lit. J'ai commencé à bousculer le monsieur. C'est là où il s'est réveillé. Il dit, hein. J'ai dit, mais je viens de voir un truc. Il dit, quel truc? J'explique. Il me dit, c'est pas possible. Je dis, oui, c'est possible. Il me dit, dors, non, tu étais en train de rêver. Dors, ne fais pas, ne pense pas que ça soit vrai. C'était parce que tu étais endormi. Il fait ça comme si c'était banal. Mais moi, je n'ai plus le cœur là. Je suis vraiment déjà dans la peur. J'ai commencé à avoir vraiment peur. Je suis restée là couchée. Plus de sommeil. Mais au fond de moi, je disais toujours ma prière. Je disais, Seigneur, pardon, délivre-moi de là. Sors-moi de là. Protège-moi, délivre-moi, papa. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Et pitié de moi. Vers 5 heures, le sommeil m'a encore attaqué. Quand le sommeil m'attaque, 5h30, 30 minutes de sommeil, boum, je me réveille encore. Le bon monsieur est maintenant l'autre côté du lit, c'est-à-dire là où, au côté des pieds. Je dis non. J'ai commencé encore j'ai commencé encore à réveiller le monsieur tout doucement. Il fait toujours ça. Il est en train de ronfler. Je dis non, c'est pas possible. Je vois le gros bonhomme là venir vers moi. Il veut quoi? J'ai seulement dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai commencé encore à prier. Il a encore disparu. 6h, 6h30. Il s'est réveillé. J'ai dit le même gros bonhomme, il est revenu sur les pieds. Voilà. Il me dit non, ça ce sont des choses que tu t'imagines. Mais ça, c'est rien, ce sont des choses que tu t'imagines. On va faire à manger et tout. Moi, je vais aller voir mes travailleurs. Donc, faut te préparer parce qu'on doit repartir en ville. Sinon, le soir, si on a encore le temps, on va revenir par ici. Au fond de moi, je me suis dit non. Revenir par ici, ce ne sera plus possible. Je ne pourrai plus faire ça. Je ne pourrai plus revenir. Je préfère même encore dormir à l'hôtel. Si lui il rentre au village chez lui, je reste en ville. C'est comme ça qu'on est retourné en ville. Autour de 9h, quand on retourne en ville, on part à l'hôtel, on rentre là où on est. Il avait pris la suite. On part là-bas. Après, il me sort un truc, il me dit, mais toi, tu brilles trop. Je dis, je brille.
Il dit oui. Il dit tu brilles trop. Je brille trop comment? Moi je comprenais pas. J'étais jeune, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Je comprenais rien. Tu brilles trop. Il dit je brille trop, ça veut dire je comprends pas. Du coup il dit bref, laisse. On avait fait 3 jours encore en ville. Mais pendant les 3 jours-là, je faisais déjà ma prière tout le temps. Et je restais maintenant un peu... Je ne voulais pas lui montrer que j'avais déjà peur de lui. Et qu'au fond de moi, je me disais que c'était pas une bonne personne. Je suis restée zen face à lui, mais au fond de moi, j'avais peur. J'ai commencé à faire mes prières. Et on est rentré à Libreville. Quand on est rentré, il a dit non, tu es encore jeune, je vais te remettre à l'école. Au lieu d'aller de snack en boîte de nuit, je te remets à l'école. Je te prends aussi un appart, tu vas aller vivre au charbonnage. Donc, c'est comme ça qu'il a pris une maison pour moi. Il m'a remis effectivement à l'école. Mais ce qui me dépassait, c'est qu'à chaque fois qu'il avait des choses à les traiter, parce que c'était un DG d'une grande société de la place. À chaque fois qu'il allait pour parler des choses ou bien qu'il avait des contrats à signer, des choses, il me disait toujours, non, tu m'apportes de la chance. Vraiment, quand je suis avec toi, tout pour moi passe, tout pour moi roule dans les roulettes, tout est vraiment, je ne sais pas, tout passe, tout est clair, tout est clair. Et c'est comme ça. Il me donnait de l'argent. Il me donnait l'argent. L'argent là. Et quand il vient à la maison, il passe la nuit, le matin, il me laisse de l'argent. Et moi, j'étais une petite assez curieuse. Je me suis dit non, ça là, ça dort. Et il me faisait une jalousie énorme. C'est qu'il me prenait comme si j'étais sa femme. Si je ne fais plus de vie, je ne pouvais plus aller avec les amis, je ne pouvais plus aller avec mes copines. Et une fois, j'avais envie de m'amuser avec les copines. Il m'appelle, il me dit, tu es où? Je suis à la maison. Tu es où? Je viens te chercher. Tu es où? Dis-moi la place là où vous êtes. Je vais venir te prendre. Et c'était comme ça. À un moment donné, ma meilleure copine en avait marre. Elle m'avait dit, moi je ne vois pas l'amour là clair. Je vois que l'homme est en train de tirer quelque chose sur toi. Parce qu'on ne peut même plus rester entre nous. Et il va toujours finir. Il va venir dire, viens monter, on part. Viens monter, on part, c'est quoi? Mais moi, je pensais qu'elle était jalouse. Et quand je viens à la maison, elle me dit, oh, tes copines sont jalouses de toi. Elles ne peuvent pas avoir tout ce que toi tu as. Je vois ça. Et puis, je ne veux plus que tu continues à marcher avec les gens, les personnes de bas étage là. Il faut rester comme une femme déjà responsable, une femme qui a tout. Quand il me parle comme ça, moi, ça me disait rien plus que mon cœur, c'était seulement les ambiances, tout. À la fin, c'est comme ça que ma grande sœur me demande que non, tout l'argent que l'homme là te donne, là, moi-même, là, je suis à l'église quand je prie, on me révèle des choses. Je ne veux plus de cette relation. Je vais t'amener chez le prophète pour qu'on essaie de prier pour toi. Quand elle m'amène là-bas, bien, c'est là où le monsieur me prend la main. Il me dit, quand tu dors la nuit, réveille-toi,
autour de 24 heures, quand il vient passer la nuit avec toi, tu vas trouver sa main sur ta figure, sur ta face. Il pose sa main. Et quand tu vas te réveiller, il faut prendre la main là et tu lui dis, pourquoi tu mets la main sur ma face? Tu mets la main sur ma figure, pourquoi? Carrément, tu sais que la main pèse, tu viens déposer ça sur ma figure pour faire quoi? Tu vas voir à partir de là. Il n'en aura pas d'explication à te donner, mais il va te fuir. Il saura que tu es déjà parti quelque part et il ne viendrait plus. Et c'est comme ça que on s'est séparés. Il faisait déjà seulement comment, quand la fin du mois arrive, il m'envoie l'argent. Il m'envoie l'argent de la maison. Il m'envoie l'argent pour les choses, mes besoins. Mais lui-même me disait maintenant, oh non, je suis occupé par le travail, je suis comme ça, je suis comme ça. Il ne faisait plus comme il faisait, non. Le week-end là, on va aller là-bas à Point-Denis. L'autre week-end là, on va aller là-bas à Port-Gentil. J'ai un travail à aller faire, une semaine, on va aller. Il ne faisait plus ça. Jusqu'à maintenant là. Merci pour l'histoire. Donc, laissez vos impressions en commentaire, s'il vous plaît. Laissez les commentaires, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG. Je participe depuis la Côte d'Ivoire. J'ai une histoire à raconter. J'aime bien le concept que tu as développé. Et donc, j'ai écouté les histoires. Depuis un moment, j'écoute les histoires et ça m'a fait me souvenir de certaines histoires que je me raconter. La première, il s'agit d'une jeune fille, environ 18-19 ans. 18-19 ans qui travaillait avec sa tante. Elle vendait dans un magasin d'articles pour femmes dans un quartier ici à Abidjan qu'on appelle Adjamé. Adjamé, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, ceux qui connaissent Abidjan, c'est le quartier où tout le quartier est un centre commercial en fait. C'est un très grand centre commercial. Voilà, on vend partout là-bas. Donc la petite, elle était avec sa tante dans le magasin où sa tante vendait des articles pour femmes, des bijoux, des habits, des chaussures, des sacs à main, etc. Et puis elle avait une voisine qui elle vendait les mèches. Voilà, des mèches. Et ça marchait vraiment bien. Ça marchait très 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 fort. Alors, la petite, elle aimait bien traîner dans le magasin de la dame qui vend les mèches. Alors, elle restait dans le magasin de la dame qui vend les mèches. Elle tuait le temps parce que, bon, c'était plus chic, plus classe que chez sa tante d'ailleurs. Donc, elle était là-bas, elle tuait le temps. Voilà. Elle naviguait entre les deux magasins, mais elle aimait bien passer le temps chez la voisine, la vendeuse de mèches. Alors, un jour, elle s'est endormie, elle a fait la sieste dans le magasin de la voisine jusqu'à 19h passées. En temps là-bas, déjà à partir de 17h30, 18h, bon, tout le monde plie bagage, on ferme le magasin et tout le monde se cherche. Donc la petite était coincée quelque part dans le magasin en train de dormir. Et puis la dame a fermé son magasin, elle est partie. Elle est rentrée chez elle. Et la petite se réveille vers 19h. Elle voit que le magasin est fermé, condamné, cadenassé, voilà. Les grilles sont bien enchaînées là. Et bon, elle n'a pas de téléphone aussi pour appeler. Donc du coup, la petite est bloquée à l'intérieur du magasin. Elle se dit, bon ok, c'est la nuit seulement que j'aurai à passer ici. Après ça, je vais, voilà, le matin va arriver, je vais sortir tranquillement, je vais retourner à mes occupations. Voilà, je vais partir.
Donc la petite pense mal à la patience, elle est assise dans le magasin, elle s'ennuie bien là, mais bon, elle est là, elle est là, elle est là. Et vers 23h minuit, elle s'endort encore. Et là, à partir de 1h, 2h du matin, elle entend des bruits bizarres, des bruits effrayants. Donc elle était cachée. Et puis, par curiosité, elle a essayé de regarder qu'est-ce qui faisait ce bruit-là qui a interrompu son sommeil. Donc la petite se met à regarder, tout effrayée dans le magasin, elle regarde. Et qu'est-ce qu'elle voit? Un gros serpent. Un très, très, très gros serpent. Après, c'est dire, hein? Un très gros serpent qui a commencé à vomir les mèches que la voisine la vend. C'est-à-dire que son fournisseur là, ce serpent là, qui vient vomir les mèches de plusieurs couleurs, plusieurs qualités dans le magasin de la dame. Il vomit, il vomit, il vomit. Ça fait du bruit, c'est effrayant. Elle est paniquée, elle est tétanisée. C'est-à-dire que vraiment, là, elle sait plus où elle est. Face à ce spectacle effrayant. Le serpent a vomi les mèches pendant un moment. Quand il a fini de vomir, il s'est retiré. Il a disparu. Et la petite, elle était comme traumatisée, hébétée. Vraiment, elle était paniquée. Elle est restée dans un état vraiment... Elle était hébétée jusqu'à ce que la voisine arrive, elle ouvre son magasin. Et comme sa livraison a été faite, elle se met à ranger les mèches. Et puis tout d'un coup, elle voit la petite assise dans un coin, toute traumatisée, toute effrayée. Elle aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi dans mon magasin? Qu'est-ce que tu as vu? Et la petite a perdu l'usage de la parole. Elle était là comme ça, les yeux hagards, à regarder la dame, ne pouvant lui répondre. Et elle est restée comme ça jusqu'à ce que sa mère vienne ouvrir son magasin. La voisine, viens chercher ta fille, elle a dormi dans mon magasin, voilà. La dame prend sa fille, elle voit que sa fille n'est pas normale. Elle voit que l'enfant, ça va pas. Il l'a envoyé à l'hôpital. C'était vraiment bizarre. Ils ont tourné un peu avec elle, essayé, comme ils étaient musulmans, ils sont allés voir les exorcistes musulmans qui pratiquent l'exorcisme musulman qu'on appelle la ruqya. Voilà, c'est la pratique permet à partir du Coran de, n'est-ce pas, chasser les mauvais esprits qui peuvent habiter en quelqu'un, mais qui peuvent hanter quelqu'un. Donc, ils ont envoyé la fille à la ruqya. Elle a subi quelques séances et puis après, bon, elle a pu parler. C'est comme ça qu'elle a expliqué à sa mère ce qu'elle a vu dans le magasin de la dame. Quand elle a fini de raconter l'histoire du serpent, bon, elle a encore replongé, elle est tombée dans une sorte de coma et puis quelques jours après, la petite est décédée. Donc, vraiment, c'est une histoire qui me donne encore froid dans le dos. Fait vraiment peur pour dire aujourd'hui, les gens sont vraiment prêts à tout pour de l'argent. Donc, ayant écouté les témoignages des autres, les histoires des autres, ça m'a inspiré, m'a donné la motivation de raconter moi aussi cette histoire que je sais. J'ai d'autres histoires aussi. J'espère que je vais avoir l'occasion de partager ces petites histoires-là avec vous aussi. Merci et bonne continuation. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Je tiens à remercier tous ceux qui participent dans les commentaires. Là. Je vois les Alima, je vois les Rachel B, je vois Enfant, je vous vois tous. Hein. Merci pour ce que vous faites. On pourra parler tous les noms, sinon nous vont se fâcher. Donc, tous ceux qui sont dans les commentaires, là, merci beaucoup.
Et n'oubliez pas d'aller aussi souvent, après les lives comme ça, là, allez aussi allez laisser des commentaires sur la vidéo normale. Parce que parfois, dans les live chats, là, on est nombreux. Mais les commentaires ne font que 30 commentaires parce que les commentaires de live chat ne comptent pas. Donc, allez aussi liker là-bas, s'il vous plaît. Et commentez aussi là-bas. Donc, on passe à la 6e histoire. Bonsoir à DMG. Bonsoir à la communauté. Partagez, likez, abonnez-vous. Faites la propagande de la page afin qu'on grandisse. Bon, mon histoire, c'est l'histoire d'une dame. Une dame qui vivait seule, une dame de la nuit, quoi. Dans ses balades nocturnes, elle a rencontré un blanc qui faisait les voyages presque tout le temps. Du coup, les mois passent et tout, les humains, ils se mettent ensemble. Voilà, ils deviennent amoureux et tout. Donc le blanc dit, bon, je vais te prendre une maison vu que moi je suis pas ici tout le temps. Mais quand je viens, je dors chez toi. Elle a dit, ok, pourquoi pas. Il lui a pris une maison meublée, une belle maison en tout cas, bien au calme. Après, au moment d'aménager comme ça, il voyage. Il part en Inde, je sais pas, en tout cas un truc comme ça, d'un pays, asiatique, il part comme ça, il revient avec un gros nounours, une peluche en forme de panthère, une très grosse panthère, un nounours. La fille a dit, bon, en tout cas, il vient avec lui, en tout cas, bon, voilà ton cadeau et tout. Elle était heureuse, contente que, ouais, mon gars, moi, je m'a fait un cadeau. Après ça, voilà. Elle met ça au salon. Genre, comme c'était, je pense, 2 chambres. Hein. Il y avait le salon et il y avait un couloir qui menait aux chambres. Donc, elle a mis ça à côté de la télé. Donc, avant le couloir, genre, c'était, comment dire, genre une décoration et tout. Donc, elle a posé ça là au calme. Mais elle sortait. Et lui, comme il partait dans ses voyages, et comme il avait aussi sa maison où il vivait seul, pour éviter genre de, comment dire, je sais pas comment, en tout cas, il vivait seul quelque part, mais il voulait parfois être avec la fille sans qu'elle vienne là où il habite. C'est un peu ça. Donc, quand il est parti chez lui, les semaines sont passées, pendant ce temps, la fille sortait, faisait ses sorties, ses balades. Mais elle remarque que chaque fois qu'il vient à la maison, il lui dit que pourquoi tu sors la nuit comme ça là? Pourquoi tu rentres tard aussi? Et ça, c'est qui sont avec toi à la maison comme ça? Et il m'attend. C'est qui comment? Non. Hier, tu es sorti, tu es rentré en retard. Pourquoi? Elle dit, mais qui t'a dit ça? Dis-moi seulement pourquoi tu es sorti, tu es rentré tard. Elle dit, ah, en tout cas, c'est parce que je m'ennuie ici un peu, je suis seul, donc du coup, je vais prendre un peu l'air et tout. En tout cas, je vais respirer, je vais vivre. Et tout. Elle a dit, en tout cas, ok, peut-être que c'est une coïncidence, peut-être qu'on lui a dit qu'on m'a vu, je sais pas. Mais les mois sont passés, c'était pareil. Il se plaignait qu'elle sorte, alors que elle n'a jamais dit au gars qu'elle sortait souvent. Donc, quand elle sort seulement, c'est en cachette, elle sort. En tout cas, elle fait sa vie. Mais après, un jour comme ça, elle vient à la maison avec sa copine, une copine qui était un peu. Les gens initiés qui sont allés à l'église, les gens qui ont donné leur vie à Dieu, mais avant, ils sont initiés et ils ont les yeux ouverts. Donc, elle vient la voir à la maison comme ça. Elle sent une présence, elle dit, mais tu es ici avec qui? L'autre dit, mais comment ça? Je suis avec comment? Je suis seul chez moi? Non. Il y a quelqu'un ici qui nous observe même au moment où je te parle. Elle dit, non, laisse-moi ça, tu mens, laisse-moi ça. Oh si. Elle dit, non, oh. En tout cas, c'est ce que tu penses. Ok. J'ai bien le truc, c'est que la peluche là, quand la fille dormait la nuit, ça se transformait, ça marchait dans la maison, dans la concession. En tout cas, pour voir, ça marchait, genre. Ça se transformait en vrai panthère. Ça marchait et tout, ça inspectait la maison et tout, au calme. Et la fille, du coup, elle n'était pas au courant. Pour elle, c'est seulement un cadeau de son gars et tout. Mais sa pote lui dit que non, il y a un truc que je sens. Après, boum, elle prend les critères en montrant, elle commence à parler. Que non, c'est ça. C'est la peluche là qui fait ça qui te. Elle a commencé à raconter des choses comme quoi la peluche là, c'est un cadeau. C'est une caméra que son gars est allé prendre en Inde parce qu'il ne veut pas que la fille fasse genre n'importe quoi. Il va avoir un œil sur elle. Genre, il a mis ça là pour l'observer et tout. Du coup, quand sa copine est venue, le truc là, le message sentait que quelqu'un est venu, quelqu'un qui le voit est venu du coup.
après que la fille ait parlé, il est venu à la maison. Qu'il faut pas faire ça. Faut pas venir avec n'importe qui chez moi comme ça. Moi, je n'aime pas ça, machin. Il a dit, mais oh, mais c'est chez moi. Bien sûr, tu veux, mais c'est chez moi. Je viens avec qui je veux. Oh non, c'est pas bon. Voilà, quand le monsieur a su que son secret a été bien découvert, il a disparu de la vie de la fille là. Et elle n'a pas, en fait, elle n'a pas cru. Pour elle, c'était genre un film, quoi. C'était un film que non, ça c'est des choses que tout le monde raconte, mais c'était vrai pour elle en fait. C'était, comment dire, tu sais, quand les sorciers, quand tu les découvres, quand tu les exposes, ils commencent à disparaître et d'autres meurent même. Du coup, quand la fille a appris ça, la relation s'est détériorée et tout, voilà, voilà. Mais après, je sais plus trop. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 7e histoire. Merci pour vos likes. Merci beaucoup pour la force. Bonjour DMG, bonjour tout le monde. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée ici même à Yaoundé. Il y a de cela environ 5 mois, 4 à 5 mois par là. Donc c'est l'histoire qui s'est passée dans une famille très proche à moi. Et l'histoire vraiment nous a laissé sans voix. En fait, c'est l'histoire d'une petite famille dans laquelle il y a les 2 parents et 3 enfants. L'aîné, une fille, ensuite 2 garçons. Donc la maman s'est déplacée pour un voyage à l'ouest. Bon, étant à l'ouest, elle est allée pour un enterrement. Elle arrive malheureusement. Il y a plutôt 2 enterrements au village auxquels elle est vraiment très proche des gens qui sont décédés, quoi. Mais néanmoins, elle ne se sent pas bien. Elle décide que non, il faut qu'elle rentre. Donc, elle a un mauvais pressentiment, quoi. Elle dit que non, il faut qu'elle rentre. C'est comme ça qu'elle prend la route. Elle rentre sur Yaoundé. Elle arrive ici à Yaoundé aux environs d'une heure. Elle vient à la maison, elle trouve sa porte grandement ouverte. Elle se demande qui. Les gens se sont allés où? Comment il n'y a personne dans la maison? Pourquoi la porte est ouverte? Dès qu'elle s'approche, elle voit son mari étalé et son aîné, la fille et son cadet, le garçon. Le Benjamin, pardon, le garçon. Ils sont étalés là, ils ne respirent pas. C'est là où elle crie. Ça, elle alerte les voisins, tout le monde se lève. On porte son mari et ses enfants, on amène à l'hôpital central. Malheureusement, arrivé à l'hôpital central, son mari et l'aîné sont décédés. Il n'y a que le Benjamin qui respire encore. Bon, on prend vite soin de lui et tout, on le met sur assistance respiratoire et tout. Bon, tout vite là, une urgence, quoi. Maintenant, on fait je sais pas comment je sais pas si on appelle ça examen ou quoi, sur les 2 autres. On se rend compte qu'ils ont mangé du poison. Je dis que non, ils ont mangé du poison. Eux tous, en fait, ils ont mangé du poison. Mais comme Dieu s'est épargné, il a épargné le tout petit. Mais les 2 autres n'ont pas tenu. Voilà, dans la foulée, il se peut donc que c'est son fils, son garçon, qui a mis le poison dans la nourriture que sa sœur a préparée. Il a mis le poison dedans. Ils ont mangé. Voilà qu'ils sont décédés. Bon, on a pris l'enfant. On l'a amené à la gendarmerie. Torturer l'enfant. On lui demande ce qui se passe. Il dit qu'en fait, ce sont ses oncles paternels qui lui ont dit de faire ça. Il aura beaucoup d'argent et tout. Donc, ils sont dans une réunion et que dans cette réunion, on lui a donné le poison qu'il doit donner à sa maman et tout. Et que c'est en fait les noms de ces oncles qui sont dans la réunion là avec lui. Et il dit que sa soeur qui était d'abord décédée, c'est toujours lui qui l'avait tué. Donc, il est dans une secte familiale, quoi.
Dans la secte familiale, on en voulait à son père parce que on avait voulu que son père entre aussi dedans. Lui, il a dit que non, lui, il est chrétien, lui, il croit en Dieu. Il ne veut pas et tout, et tout, et tout, et tout. Du coup, lui, il était l'ennemi de la famille. C'est comme ça on a pu avoir l'enfant. Et l'enfant s'est retrouvé dans la secte comme ça. Bon, dans la foulée, on mène des enquêtes. On arrête l'un des cousins qui vit aussi ici à Yaoundé, l'un des oncles qui vit aussi ici à Yaoundé, qui a beaucoup d'argent. Donc c'est même lui qui est comment je vais dire, qui est le poumon du siècle, quoi. On l'arrête et on arrête aussi un cousin. On le met en garde à vue dans une gendarmerie de la place, dont je vais taire le nom. Étant là-bas, la maman aussi, avec le cœur de mère, elle part toujours pour guetter son enfant, pour voir aussi si l'enfant, parce que pour elle, elle sait que l'enfant n'agit pas de lui-même, l'enfant est sur la commande des esprits de la famille de son mari. Elle part pour guetter l'enfant, arrivé là-bas, l'enfant dit que, l'enfant l'intrigue, l'enfant lui dit, tu dis que tu as perdu ton mari, tu ne t'habilles même pas en noir, et tout, et tout. La maman est dépassée. Donc tu as tué ton père et ta soeur, ça ne te dit rien. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Il dit, ah maman, j'aurais beaucoup d'argent. J'aurais beaucoup d'argent. Entre-temps, quand il est en train de dire ça, on a mis sur écoute, on est en train d'écouter ce qu'il dit. C'est comme ça qu'on défait à Kundengui. Quand on défait dans Kundengui, le gars de ça avec ses oncles à Kundengui et tout. Mais comme l'oncle a beaucoup d'argent, ils n'ont pas mis long, ils sont ressortis. DMG. C'est quand ils ressortent alors que le vrai film commence. La mère ne peut pas dormir à la maison. Entre-temps, on a enterré les deux corps. La famille du mari a abandonné la femme avec les corps. Donc, elle a enterré les corps ici à Yaoundé comme elle avait sa maison où elle avait construit, elle avait fait les chambres dehors pour mettre en location. On l'a enterré les deux corps, chacun dans sa chambre dehors. Maintenant, elle était dans la grande maison. Quand son fils est sorti de prison, il était dans la nature comme ça. Après, il est venu à la maison. C'est là où les combats spirituels ont commencé. La maison, elle dit que la maison faisait comme si la maison était hantée. Comme si elle se sentait combattue. Si bien qu'on a pris le petit dernier qui a survécu là. Le pasteur l'a récupéré parce qu'il ne pouvait pas rester là-bas. Les combats sur combats, les combats sur combats. C'est comme ça que comme on a possédé l'enfant, l'enfant venait même pour porter les choses à la maison, aller vendre. Donc l'enfant agissait comme quelqu'un qui est téléguidé. C'est que la femme d'autrui a dû fuir la maison, abandonner l'enfant là-bas avec la maison. Elle fuit. Maintenant, elle vit quelque part là, chez une de ses soeurs en Christ et tout et tout. Donc c'est une histoire que ça nous a beaucoup touché parce que la petite fille qui est décédée, elle était un peu trop petite, elle devait avoir dans les 20 ans. Elle était tellement sévère que quand on nous a raconté ça, vraiment, nous, on était dépassés. On était dépassés. Donc vraiment, mes soeurs, quand on cherche le mariage ici dehors, avant d'entrer dans une famille, vraiment, il vaut mieux chercher un peu, comme on appelle, essayer de comprendre. Avant, nos parents, quand il fallait réunir deux personnes, on essayait d'entrer dans les familles, dans chaque famille, pour voir le fond de la famille et tout et tout. Voilà comment elle se retrouve comme ça. Elle perd ses deux enfants. Elle perd son mari. Et elle n'est plus maman qui peut encore refaire sa vie. Quand on dit que son aîné a 20 ans, ça veut dire que c'est déjà une maman. Donc voilà un peu l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui. Les sorcelleries familiales, vraiment. Que Dieu nous épargne vraiment des choses comme ça. Vraiment. Bonne journée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. C'est ça, non? Ok. Écoutons. Salut DMG. Et salut également à toutes les personnes qui vont écouter. On est toujours dans l'esprit de la sensibilisation. Donc vraiment, abonnons-nous, likons, encourageons notre frère. Partageons si possible. J'espère vraiment que tu vas publier cet audio parce que vraiment,
C'est important, c'est une situation que moi, particulièrement, j'ai vécue. Donc, je disais que c'est une situation que j'ai vécue personnellement parce que si ça m'avait été raconté, je n'aurais peut-être pas cru. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde plein de mystères, mais il y en a aussi qui extrapolent, il y a d'autres qui inventent. Donc, moi, vraiment, je n'y croyais pas trop. Depuis mon jeune âge, voilà, je prie, je vais à l'église. J'ai toujours été habituée à cette vie-là. Et vraiment, par cet audio aussi, je vais encourager quelqu'un pour dire que peu importe ce que tu as vécu dans une église ou dans telle communauté religieuse, il est important aujourd'hui de prier parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel qui échappent justement à notre conscience, qui échappent à notre compréhension. Donc, on ne peut pas combattre les armes, on ne peut pas combattre les forces spirituelles avec des armes charnelles ou des armes physiques. Il faut bien évidemment qu'on parle le même langage parce que lorsque eux nous attaquent de manière spirituelle, il faut aussi avoir un esprit en alerte, il faut vraiment prier. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un que même si tu es dans une église là où on t'a déçu et tout, ce n'est pas l'église que tu suis, c'est Dieu que tu suis. Donc lorsque tu trouves une église là où on prêche quand même, là où tu te sens à l'aise, vraiment accroche-toi et privilégie avant tout la relation que tu as avec Dieu parce que on ne va pas à l'église pour suivre un homme ou un pasteur, surtout qu'aujourd'hui, il y a trop d'hommes de Dieu qui viennent simplement pour escroquer le peuple et tout. Mais vraiment, c'est la relation, la meilleure religion, c'est la relation qu'on a avec Dieu, la vie de prière, l'intimité. Donc moi, j'ai vécu cette scène à l'église. Pour ceux qui connaissent, on organise souvent des camps de jeunesse. Je suis gabonaise, je suis au Gabon. On organise souvent des camps de jeunesse. Ceux qui vont m'écouter, qui sont chrétiens, ils savent de quoi je parle parce que c'est pas seulement au Gabon, c'est un truc qui se fait un peu partout. Donc on organise des camps de jeunesse, là on se retrouve tous ensemble pour prier, chercher le Seigneur et tout. Et donc moi j'ai participé à l'un de ces camps. Je me suis fait inscrire, ça dure environ une semaine. Donc on rentre le dimanche soir et on sort le lundi, une semaine vraiment. Donc je me suis fait inscrire, lorsque je suis inscrit, il y a des frais d'inscription et tout. Parce que c'est tout compris, quoi, logement, petit déjeuner, dîner, voilà, tout est compris. Donc c'est vraiment à base de prière le matin, on se réveille tous ensemble, on prie, il y a des ateliers, là on enseigne comment faire ceci, cela, comment interpréter tel passage biblique, comment comprendre tel passage, vraiment c'est des trucs très, très bénéfiques pour la jeunesse, on parle vraiment des sujets d'actualité, la sexualité en milieu jeune, donc il y a beaucoup de choses et moi j'ai vraiment aimé. Donc je suis partie et tout. Et pour ceux qui savent, il y a souvent il y a un programme qu'on met en place, là où il y a des heures spécifiques de prière pour chaque chambre. Donc on demande, il y a des jours, on dit lundi, de telle heure à telle heure, de minuit à 1h par exemple, c'est la première chambre qui prie, le mardi ainsi de suite. Donc nous, on a reçu le samedi de minuit à 1h, donc c'est ce jour-là que notre chambre devait prier. Donc ce jour et tout, on était là, le jour en question, donc on était là, il était vendredi 20h30, 23h30 de temps pour moi par là. Donc on était là, on racontait avec les autres filles en attendant l'heure de la prière. Et moi, bizarrement, j'ai ressenti le besoin de m'isoler, d'aller un peu plus loin. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je sentais le besoin de prier. Je ne comprenais pas parce que je me disais, bon, dans quelques minutes, on va prier. Pourquoi il faut encore que je sorte de la chambre pour aller prier alors qu'on va bientôt prier? Bon, je ne comprenais pas, mais j'ai été obéissante. Je me suis vraiment laissée conduire par le Saint-Esprit parce que je suis sûre que c'est vraiment lui qui m'a amenée à prier et c'est ça qui m'a sauvé la vie. Donc, je suis partie. Je me suis éloignée. J'ai pris ma Bible. J'ai dit aux filles, bon, on se voit dans quelques minutes et tout. J'arrive. Et vraiment, c'est un grand espace, mais bien sécurisé. Donc, il y a la barrière. Je suis sortie, je me suis mise dans un coin au niveau de la cour, là où je lisais la Bible. Je lisais un petit peu, je méditais, j'ai prié. Et après, je me suis un peu assoupie. Et je n'ai même pas compris à quel moment je me suis assoupie. Et j'ai entendu, moi j'ai eu un songe, en fait, un flashback à ce moment précis. J'ai vu une fille très jolie, vraiment très jolie, très jolie, très jolie. Elle me regardait, un sourire. Et moi aussi, quand je l'ai vue dans le songe en question, j'étais à l'aise, c'est-à-dire que je ne me sens pas menacée. C'est comme si c'est quelqu'un que je connais depuis. Vraiment un sentiment de paix, de complicité. Je regarde la personne, tout en fait se lisait dans le regard et j'avais l'impression que dans ce songe, je comprenais ce que mes yeux lui disaient. Qu'on peut dire, mais ça fait longtemps, comment tu vas et tout, tu as bonne mine, des trucs comme ça. Comme c'était une amie de longue date. Et je ne comprenais pas. Pourquoi? Je me suis réveillée de sursaut, en sursaut, autant pour moi. Donc je suis là, je réfléchis, je ne comprenais pas. Je me suis encore assoupie une seconde fois. Et la seconde fois, c'est comme si le caméraman du songe en question avait éloigné un peu plus la caméra parce que tu sais, il y a des plans rapprochés, des plans éloignés. Donc lorsque le plan est vraiment rapproché, on ne voit que le buste de la personne, le visage et tout. Et c'est ce que j'ai vu la première fois. La seconde fois,
J'ai vu tout le corps et en voyant tout le corps, je me suis aperçue que c'était une sirène avec une queue de poisson, vraiment comme on voit dans nos mythes légendaires et tout, avec des coquillages sur ses seins, avec une queue de poisson. J'ai pas compris. Et je me suis réveillée brusquement comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a tellement énervée parce que j'ai dit, non, 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 non. Moi, je peux pas faire ce genre de songe. Et puis, je suis à l'aise, comme si la sirène là et moi, on se connaissait, comme si on avait des liens d'apparenté. Je dis non. Et ça m'a énervé, j'ai prié, je dis je prie, si c'est un signe, si c'est quelque chose, j'ai dit je refuse. J'ai commencé à prier, prier, prier. Ensuite, l'heure est arrivée, je suis partie dans la chambre, avec les filles, on a prié, tout s'est bien passé. Et donc le samedi, on était en chambre, donc à la veille du dernier jour. Avant-dernier jour, on était en chambre et l'ancien, le responsable, celui qui a organisé l'événement et tout, il est venu demander à ce que la responsable de notre chambre aille, parce qu'il y a des responsables des chambres et tout, pour qu'en cas de problème, au lieu d'aller s'agglutiner autour des responsables, on voit directement notre responsable de chambre et c'est elle qui va soumettre notre préoccupation aux membres de l'organisation. Donc, il est venu, il a fait appel à la demoiselle, elle est partie. Moi, je ne comprenais pas trop avec l'autre fille. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont partis aux enfants de 23h. Ils sont revenus à 1h. Et moi, je dormais, mais j'ai vu quand elle est arrivée, en fait. Donc, bon, tout s'est bien passé. On a dormi. On s'est levé le matin pour aller au culte. On a fait le culte comme d'habitude. On est rentré au camp. On a fait les derniers enseignements, derniers au revoir. Parce que le lundi matin, on sortait. C'était la fin du camp, donc chacun devait rentrer chez soi. Donc tout s'est bien passé le dimanche, on est rentré. Donc le lundi matin, on s'est réveillé, on a fait la dernière prière de clôture. On dit au revoir à certains de nos frères et tout, et puis on rentre. Donc moi, je suis rentrée chez moi. Et lorsque je suis arrivée, celui avec qui je vivais, mon grand frère, il allait au travail. Donc on s'est salué un petit peu, il me demandait, est-ce que tu as aimé le camp? J'ai dit oui, j'ai aimé, j'ai vraiment bien aimé, c'était intéressant. Mais je n'ai pas voulu raconter en fait ce que j'ai, parce que je me suis dit non, c'est sûr que je me fais des films, c'est pas vrai. Je n'avais vraiment pas à réaliser, alors que c'était plus sérieux que ce que je pensais. Donc, il est parti, je suis allée dormir, je me suis réveillée aux environs de 11h. 11h, j'ai fait à manger, parce que je savais qu'il devait revenir du travail et tout, il a mangé. Et lorsqu'il est arrivé, il m'a fait comprendre que voilà, là, il allait d'urgence à l'église, parce que le pasteur les a convoqués, il était responsable, il était ancien d'église. Donc, le pasteur les a convoqués, il est parti. Et quand il est revenu, il était assez inquiet. Je l'ai senti en fait dans sa mine et puis on est assez complices, on se parle beaucoup. Donc il est venu, je lui ai dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu un souci là-bas et puis vous avez duré, tu es parti depuis 16h. C'est quelle réunion qu'on fait de 16h à 22h? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit non vraiment c'est compliqué. Assieds-toi. Parce qu'il sait que bon, émotionnellement parlant, je suis assez fragile. Donc il m'a dit assieds-toi. Et quand il m'a dit assieds-toi, moi je me suis dit que non, mais est-ce qu'il y a un problème avec les parents? Est-ce qu'il y a vraiment, moi j'ai directement pensé à nos parents en fait. Il me dit non, c'est pas les parents, ça va, assieds-toi. Après, il me montre des photos, je vois des photos, il me montre un livre, il me montre un cahier, après il me montre un jeune homme qui était assis à l'église ligoté. Moi, je n'ai pas compris, je dis, mais attends, il y a eu un cambriolage à l'église, vous avez attrapé ce jeune, pourquoi il est assis, pourquoi il est ligoté comme ça? Et puis je te vois même tout, puisqu'il y avait, quand il a pris la photo, il y avait des anciens qui étaient assis, le pasteur même était là. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, il me dit, non, regarde d'abord bien les images, je vais t'expliquer. Mais DMG, je n'en croyais pas mes oreilles. Et je vais vraiment amener quelqu'un à réaliser que c'est une intuition forte au fond de toi que tu ressens, il faut vraiment prêter attention à ça. Il faut vraiment prêter attention à ça. D'autres l'appellent le 6e sens, je ne sais pas. Mais il faut vraiment penser à ça. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est vraiment Dieu qui m'a sauvé la vie ce jour-là. Parce que, non, vraiment, c'était terrible. On était là au camp et tout, moi j'ai vécu un truc comme ça, je me suis dit bon rien, c'est mon imagination qui me joue des tours, et puis j'avais du mal à en parler parce qu'on m'a dit que non, toi tu es trop superstitieux, vous les gens des églises éveillées, moi j'ai pas voulu en parler, mais l'affaire était vraiment sérieuse, et je l'ai vu sur la mine de mon frère. Donc il me dit voilà, on nous a convoqué des gens parce qu'il y a eu un problème au niveau il y a eu un problème dans votre camp de jeunesse. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Il me montre la photo du frère en question qui était ligoté. Il me dit, tu connais le frère? Je dis, bon, moi, je ne connais pas le frère. Personnellement, je ne connais pas. Mais je pense que j'ai discuté vaguement avec lui une fois. Il me dit, ah oui, ce gars-là, en fait, il a failli vous sacrifier, du moins te sacrifier. Je dis, comment ça? Je dis, bon, je me suis souvenu, moi aussi, j'étais surprise. Je me suis même dit, qu'est-ce que c'est un frère qui me fait des avances? Parce qu'on était tellement nombreux, on était plus de 1000 jeunes. Plus que ça même.
avec tout ce qu'il y a comme... Et je vois le frère, il se dirige directement vers moi, comme si en fait il me connaissait, comme si c'est moi qui le cherchais. Il est venu, il m'a salué, juste sur une affaire de quelques secondes. Bonjour, tu vas bien? Je dis oui, ça va et toi? Tu pries dans quelle église? Parce que comme je t'ai dit, c'est vraiment un regroupement de plusieurs jeunesses, d'autres églises confondues. J'ai donné le nom de l'église, lui aussi m'a fait part de... Je dis, ah bon, tu pries dans cette église? Il me dit, mais je dis, moi je suis de cette église, mais pourquoi je t'ai jamais vu? Il dit, non, mais bon, à cause des études, je ne viens pas trop. Je dis, ok, d'accord. Donc on s'est séparés. Il est parti, il m'a dit, bon, en tout cas, la sœur, porte-toi bien. Je dis, ok, il est parti. Il me dit, oui, le frère en question, en fait, il a signé un pacte avec une sirène des eaux. Je dis, comment ça? Il m'explique maintenant. Ça, c'est ce que le frère, parce que quand on a pris le frère, on a mis le frère en apartheid parce qu'il paraît qu'à la maison, là où il était, ça n'allait pas bien. Il sortait en douce. Il sortait vraiment en douce. Lorsque nous on était au camp, les soirs, le gars, je ne sais pas comment il faisait pour sortir, défier tout ce qui avait été mis en place comme sécurité pour sortir. On ne sait pas là où il partait. Et cette absence a été constatée par le responsable de sa chambre qui a fait part de ça aux membres du comité d'organisation. Eux, ils s'inquiétaient parce qu'ils se sont dit 5 ans de jeunesse, vos parents, voilà, nous sommes vos responsables ici. Donc, si quelque chose vous arrive, c'est à nous que vos parents vont s'adresser. Donc, toi, tu ne peux pas sortir comme ça. Ça fait, et c'est répétitif. Ça fait déjà 3 nuits d'affilée que tu sors et tu n'informes personne, personne ne sait. Donc, eux, ils ont pris peur. Et le dimanche soir, lorsque à chaque fois l'ancien venait prendre des responsables de chambre, en fait, c'est pour parler de ça. Donc, ils ont appelé les parents du gars et ils l'ont amené directement à l'église parce que l'affaire était vraiment sérieuse. Le responsable de sa chambre a fouillé dans ses affaires. Il a trouvé un livret. Un livret, là, on explique comment rentrer en contact avec les esprits des eaux. Comment rentrer en contact avec voilà, les entités surnaturelles. Si c'est l'esprit de la forêt, voilà comment faire. Voilà ce qu'il faut avoir pour l'invoquer. Voilà les lieux où il faut partir. Si tu es au Gabon, si tu es en Afrique centrale, peu importe le pays, Congo, Cameroun, voilà. En fait, vraiment détaillé. Je l'ai su par rapport aux photos parce que j'ai lu un peu. Mon frère a filmé le livret, donc j'ai quand même essayé de lire un petit peu. Donc, le gars a choisi la sirène des eaux. Ils ont pactisé. Elle lui a dit non. Il lui a dit elle lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il a dit il veut devenir riche. Il est fatigué de l'école. Et puis là, il tourne. Et pour ceux qui connaissent nos réalités en Afrique, au Gabon en particulier, vraiment étudiant, c'est pas facile. Hein. Il faut te débrouiller et tout et tout. Donc, il disait, moi, je veux sortir de là. Je veux vraiment progresser, évoluer. Donc, la sirène lui a dit, bon, si tu veux atteindre ce niveau-là, parce qu'il a dit, moi, je veux devenir tel. Il a parlé d'un métier en particulier au pays et tout. Je lui ai dit, bon, pour ça, il faut que tu sacrifies 10 vierges. Après, il dit à la sirène que, mais moi, je vais faire comment pour savoir, est-ce que je vais faire quoi? Il faut que j'engage des gens. Et puis, il dit, non, pas besoin de ça, ça c'est trop barbare, c'est trop salissant. Il faut faire des choses avec classe, d'après ce qu'il disait. Vraiment, c'est une très belle femme, elle est très raffinée. Il dit, non, il faut faire des choses avec classe et tout. Donc, je vais te mettre un truc sur le front, ça va t'ouvrir les yeux. Et donc, elle expliquait que, voilà, toutes les femmes en général, elles ont autour de la hanche un ruban bleu. Et ce ruban bleu disparaît lorsque tu accouches pour la première fois. Lorsque tu as un ruban bleu autour de la hanche qui scintille, qui brille vraiment avec des paillettes et tout, ça veut dire que tu es encore vierge, tu es une fille ou une femme qui ne connaît pas d'homme. Et lorsque tu accouches, ce ruban bleu, il disparaît. Donc, c'est ce que la sirène a expliqué à ce jeune homme-là. Donc, elle lui a dit que si tu vois les filles, peu importe là où tu vas rencontrer, que ce soit là où tu seras, dès que tu remarques simplement que son ruban bleu scintille plus que les autres, ça veut dire qu'elle ne connaît pas d'homme. Donc voilà, il faudra que tu parles avec elle, même quelques secondes simplement, le contact est déjà fait. Tu te rassures d'avoir le prénom et le nom de famille, juste un seul nom de famille et un seul prénom. Donc pas besoin d'avoir tout le nom complet, juste son nom, un de ses noms, un prénom, et bien l'affaire est jouée. Donc c'est pour cela qu'il avait besoin de se rapprocher des gens et parler et tout. Donc, évidemment, il m'a approché aussi. On a discuté. Quelques secondes, comme je t'ai dit, il est parti. Et voilà un peu la petite histoire. Parce que tout ça, il a avoué ça devant le pasteur à l'église. Et donc, c'est comme ça qu'il faisait. Donc, il rencontre quelqu'un, il parle quelques secondes, il prend dans son cahier, il mettait les noms. Et il était arrivé jusqu'à 10 noms. Et donc, comment est-ce que ça devait se passer? Il devait partir le dimanche soir avec le cahier, là où il y avait les noms des filles mentionnées, au bord de mer, faire son invocation et tout, discuter avec la sirène, lui remettre le livret, et l'affaire était conclue.
Et elle lui a dit que voilà, lorsqu'elles vont rentrer chez elle, parce que c'est mieux qu'elles rentrent chez elle, lorsqu'elles vont rentrer chez elle le lundi, dès qu'elles vont seulement se doucher, elles vont tomber. En fait, ce sera fini pour elles, elles vont s'évanouir. Il faut juste qu'elles soient en contact, il faut que leur corps soit en contact avec de l'eau. Donc, dès qu'elles vont seulement faire couler de l'eau sur elles, elles vont tomber raide mort sous la douche. Toutes les 10 filles qu'il a mentionnées. Donc, c'est comme ça que ça devait se passer. Et dès qu'il a commencé à voir, il me dit, mon grand frère, il a commencé à recevoir des sérieuses gifles. Il devenait tellement violent. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de l'attacher. En fait, ils l'ont carrément ligoté à l'église parce qu'il se débattait. Il prenait même des chaises et cassait. Et il avait des bleus vraiment pas possibles. C'est-à-dire que tu vois le frère, il arrivait bien et tout. Mais dès qu'il a commencé à livrer tout ce qui s'est passé, tout le cérémonial, il a commencé à avoir des bleus comme s'il recevait des coups, comme si on le bastonnait sérieusement. Donc, il était méconnaissable. Donc, avec les pasteurs, ils ont essayé de prier là-bas. Et à chaque fois, il commençait déjà à perdre la tête, il était un peu fou. Il disait, oui, mais c'est la fille là, parce qu'elle a prié, la fille a prié. Il y a une fille là qui a prié. On ne savait pas si c'était lui ou c'était le démon, lui, qui parlait et tout. Et mon grand frère, puisqu'il faisait la séance de délivrance, c'était plusieurs autour de lui. Et donc, mon grand frère a demandé, tu parles de quelle fille? Il dit, une certaine telle. Donc, il a dit mon prénom. Il dit, oui, c'est elle qui a tout foiré, c'est elle qui a gâté les plans, c'est elle qui a prié pour qu'elle a prié. Donc, c'est un peu ça. Et mon frère me dit, mais vraiment, ma petite soeur, tu as échappé au pire parce que ce que le type a dit, moi, ça m'a glacé le sang. Ça m'a glacé le sang. Effectivement, quand on prend le livre, il y avait ton nom. Et c'était même au complet. Il me dit que je ne sais pas comment il a fait pour avoir ton nom. Comme j'ai 2 noms et 3 prénoms, il a trouvé, je ne sais pas comment il a fait ça, mais c'était mentionné, c'était même le tout premier nom qu'il a mis sur la liste. Et mon frère me dit que vraiment, heureusement que toi, tu pries beaucoup parce que c'est grâce à toi que les autres filles ont été sauvées. Et ça, moi aussi, j'explique maintenant la situation que j'ai vécue. Il me dit vraiment, il ne faut pas banaliser ce que tu ressens, vraiment, il faut s'accrocher. Et donc, c'est vrai que la note est un peu longue, mais vraiment, c'est pour sensibiliser et donner tous ces détails-là. On va de faire attention parce qu'il travaille maintenant avec tout. Dieu seul sait ce qui allait se passer s'il était arrivé, s'il avait vraiment fait ce qu'il voulait faire. Vraiment, c'est compliqué, sacrifier 10 filles, tu vas enlever 10 filles à leur famille. Vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai prié. La prière est importante. Et vraiment, c'est ce que mon frère me disait, le pasteur me l'a dit, que vraiment, grâce à toi, les autres ont été sauvés. Donc, vraiment, c'est pour encourager ceux qui m'écoutent, que vraiment, il faut s'accrocher à la prière. Le monde est méchant, le monde est dangereux. Il y a des choses qui se passent au point où même à l'église, tu n'es pas en sécurité. C'est compliqué. C'est pour cela qu'on ne va pas à l'église pour un homme. On ne va pas à l'église pour idolâtrer un pasteur. On va d'abord pour rencontrer personnellement le Seigneur, pour avoir une relation intime avec le Seigneur, pour avoir une vie de prière. Vraiment, il faut se blinder, comme on dit, il faut se blinder, il faut se protéger lorsqu'on sort de chez nous. Vraiment, c'était ma petite histoire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse également ta page DMG. Et vraiment que j'espère que ça pourra sauver, ça pourra interpeller beaucoup de jeunes filles. Vraiment, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la 9e histoire. Allô, bonsoir famille DMG. Oui, j'ai une histoire à vous raconter rapidement. Oui, c'est une courte histoire, mais en tout cas, cette histoire, ça m'a beaucoup marqué. Bon, ça se passe dans la commune de Yopougon. Bon, je n'ai pas dit le nom du marché, sinon beaucoup vont connaître. Oui, c'est un marché de Yopougon. Il faut dire après la crise que nous avons connue, voilà, je cherche du travail, et puis là, je viens travailler dans le marché. C'est nous, on était censé donner les tickets aux femmes. Là. Voilà, on était censé donner les tickets et puis elles donnaient les 200, les 100 francs souvent, selon les marchandises qu'elles vendaient. Bon, parmi nous, on avait un jeune qui était bien amusant, quoi. Dans le groupe qui encaissait, là, il était gentil avec toutes les femmes du marché. Là, il faut reconnaître. En tout cas, on ne lui reprochait rien même. Parce que le jeune, il est amusant, il rit avec tout le monde. Il avait un bon cœur. En tout cas. Il riait tout le monde, même au quartier. Il taquinait. Il était taquin, quoi. Il jouait beaucoup avec les femmes. Voilà, tout ça. Donc, en tout cas, on ne voyait pas grand défaut à lui. Il ne s'énervait pas, quoi, en fait. Il y a quelqu'un d'amusant. Là où il est, là, il y a l'ambiance, il y a la causerie et tout ça. Bon, ceci étant, on encaisse comme d'habitude. Souvent, il y a des femmes qui n'ont pas l'argent pour donner. On les laisse. Demain, quand elles donnent le double. Oui, c'était comme ça. En tout cas, on s'attendait toujours avec les femmes. Puis il n'y avait pas d'histoire.
Mais un jour est arrivée une femme, une nouvelle qui venait d'arriver dans le marché. Bon, nous on ne savait pas. C'est pas secteur que les gens encaissaient. Nous on encaissait. Maintenant elle est arrivée dans la zone où le petit là encaisse. Le jeune dont il parle là. Elle est arrivée dans la zone où le petit là lui l'encaisse. Ok, dans le jeune, il s'en va, il encaisse la femme. Bon, la femme fait les histoires. Bon, elle vient les nouvelles. Elle vient d'arriver. Bon, en tout cas, il y a une discussion, première discussion. Bon, le jeune a laissé. Il dit, bon, peut-être les nouvelles. Bon, on peut la laisser. Mais si elle n'a pas payé l'installation, bon, c'est rien. Il est jovial, comme j'ai dit là. Deuxième jour, la dame aussi, même chose. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, il a fait comprendre à la femme qu'ici, on paye. Si tu es venu dans les marchés, tes copines, toutes les autres femmes ici, elles payent les 200 ou bien les 100 francs. Non, pardon, madame, payez. C'était calmement comme ça. La dame a encore mis dans les histoires. Elle a encore mis dans les histoires. Donc, bon. Troisième jour, c'est devenu trop. Dans le jeune, il a pété un câble. Et puis bon, il a pris les marchandises de la femme, il a renversé. Oui, ben, c'est comme ça. Soit on bloque ou bien on renverse pour ne pas partir avec. Ben, lui, il a préféré renverser. Voilà, pour essayer de nous donner une leçon, quoi. Pour qu'il si elle vient, demain, elle n'a qu'à payer. En même temps, on n'a rien compris. La dame s'est mise dans tous ses états. Je te parle, hein. Elle connaissait le jeune avant. Quelqu'un que tu ne connais pas, elle s'est mise dans tous ses états. Le jeune a versé sa marchandise. Elle a commencé à néer ses habits. Ils ont voulu se déshabiller nu, quoi. Pour cela, elle va maudire le jeune. Donc les deux femmes l'attrapaient. Non, maîtrise-toi, calme-toi, faut le laisser, c'est ton fils. Ce sont des choses là. Puis elle a lancé une menace au jeune. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et puis elle a ramassé ses marchandises, elle est partie. Donc on jouait au foot. Et après l'encaissement, puisqu'on était dans le même quartier, puis le marché était dans nos quartiers, puis c'est les jeunes du quartier même qui encaissaient. Donc on allait jouer au foot. Un coup le jeune il a pris froid. Il a pris froid, il dit bon peut-être juste un petit palu. Va à la maison, tu te laves, tu te regardes un peu la télé là. D'ici là tu prends quelques paracétamol là, ça s'est calmé. Bon, jusque là ça va pas. Ça va pas. On a fini le soir au quartier, on apprend les échos que il a failli dire son nom. Bon, tel a piqué une crise là, donc ça va pas. Donc voilà, on va l'envoyer à l'hôpital. Donc on est venu voir, effectivement, ça n'allait pas même sur le jeune même. Il a commencé à être bizarre, sa joue a commencé à s'enfler. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe? On va à l'hôpital, on emmène à l'hôpital les jeunes du quartier, les grands frères du quartier, on emmène à l'hôpital. On voit rien, on voit rien. Les gens des cliniques là font tout ce qu'ils veulent même. Mais on voit rien dans le corps du jeune. Ah, là, ça nous paraissait bizarre. On dit que dans ce cas, on voyait le au CHU. En temps, c'était de quelle heure à quelle heure? C'est-à-dire 18h, il a commencé à avoir le mal. Les premières parties du mal, le froid, tout ça. Ici, ils vont dire 20h, 19h, le jeune a commencé à s'enfler. Il a commencé à s'enfler, les joues ont commencé à s'enfler, le visage a commencé à s'enfler. Un voleur qui a été boxé même, puis il commence à s'enfler. Sa tête d'abord, après ça a commencé à aller maintenant sur tout son corps. Arrivé au CHU là, bon, le CHU, on voit, même chose ici, on voit toujours rien. On dit, ah bon, dans ce cas, emmenons là à la maison, peut-être c'est un truc traditionnel, on va faire rapidement pour voir ce que ça va aller. D'ici, on va lui prendre, on va l'envoyer à la maison. Le lendemain matin, le jeune a enflé, il a grossi comme ça. Il ne faut pas de la grossir, les gens sont méchants. Hein. Il a grossi même, ses pieds, tout ça, là, un vrai pied de quelqu'un qu'ils ont mis vent dans lui. Un vrai Michelin qu'ils ont mis vent dans lui, il a enflé, le jeune a enflé, tu ne peux pas le reconnaître même. Si on te dit c'est lui qui est là, non, tu as dit non, je ne crois pas. Tout le quartier était stupéfait, on a envoyé les gens venir faire les travaux. Eux, ils ont souvent dit, ah non, il a eu une histoire avec la femme, là, que c'est la femme qui a fait ça. Oh, mais automatiquement, quand on dit que c'est la femme qui a fait ça, tous les jeunes du quartier, on s'est levés en même temps dans le marché, là, on a couru dans le marché, en train de chercher la femme, là. Je te dis, on a couru dans le marché, en train de chercher la femme, on a appelé les collègues des autres marchés aux alentours, là. On a fouillé telle femme, elle est claire, elle est comme ça, elle est comme ça. Tout le monde a commencé à fouiller dans tout, en tout cas aux alentours de notre quartier, et puis les marchés aux environs. On n'a pas trouvé la femme. On a cherché, on allait l'attraper, elle allait venir soigner l'ami là, de là. Bien, en tout cas, elle allait prendre sa dose. On a fouillé la dame, on n'a pas trouvé la dame. On était découragés comme ça. On est arrivé à la maison, ça n'a pas duré. Le blanc de ses yeux là, plus le chiche, le noir. Le monde a rapidement on voyait ses yeux. Dans ça, le jeune est décédé. Cadeau comme ça. Lui, il a fait dans Kessi Tiki, dans le marché. Donc, depuis ce jour, quand moi j'ai vu ça, vraiment,
Ça nous a tellement fait mal. Le quartier était ému, tout le monde était content du jeu, tu vois. Il était amusant, amical et tout le monde. Donc, comme c'était des musulmans, ils ont fait quelque chose de rapide. Ils sont allés l'enterrer au cimetière de Bougon. Et puis, bon, c'est retenu, fâché, tout ça, vraiment, on pouvait rien faire aussi. Bon, tu vois, donc, depuis ce jour, quand moi j'ai vu ça là, vraiment, il a démissionné, hein. Il a démissionné du boulot rapidement, après les mois, on encaisse là. Il y a certaines femmes qui sont méchantes, comme vous l'avez constaté. Et puis ça envoie la haine. Les femmes attaquent, elles vont vous insulter. Je dis, ça n'a pas marché, il y a quoi? Tous les jours, ils payent, toi, non? Tous les jours, ils payent. Si je dis, il va payer là, c'est quoi? Il faut me laisser. Dans les petits bavardages, les mamans, elles vont te parler mal, des jeunes filles aussi. Bon, ça fait que moi, il a démissionné. Et depuis, il a démissionné là. Il n'a plus jamais voulu faire un boulot comme ça, quoi. Ou l'encaisse. Même mon grand frère avait trouvé un travail des choses. Les commis aux impôts là. On s'en va, les gens qui n'ont pas copié les impôts, puis on dit on ferme les choses là. Il a refusé. Depuis j'ai vu l'histoire du jeu là, vraiment ça m'a tellement marqué. Et puis bon, ça m'a fait peur même de vouloir faire encore ce travail, encaisser les tickets dans les marchés, tout ça là. Vraiment bon, la morale, chacun m'a tiré un peu quoi. Pas lui-même, parce qu'on ne peut pas dire que ce métier ne peut pas exister, ça existe. Et puis la majorité de ceux que moi je vois qui font ça là. Et si je moi existe peut-être, d'autres regardent ça. En tout cas, cet argent, ceux que moi je connais qui vu qu'on fait ça là quoi. En fait, ils font pas du bon avec cet argent quoi. C'est soit pour pouvoir manger, aller chercher les femmes. Bon, c'est tout quoi. Peut-être s'ils changent de métier, bien sûr on a un autre poste ou au bureau, là, ok, ils commencent à économiser pour faire ses business. Sinon, depuis tu es dedans, franchement, jusqu'à présent, il y a des gens qui connaissent depuis 2014. Jusqu'à actuellement, il y a des gens qui connaissent, qui encaissent toujours des tickets encore dans le même marché qu'ils viennent de donner l'histoire. Ouais, non? Dans ça, on a vu là, il y a des métiers là, il ne faut pas trop durer dedans, quoi. Depuis, c'est un tremplin. Et puis, c'est aller devant. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'histoire. En tout cas, vraiment que Dieu bénisse la famille Jamel. Un DMG, voilà, ok. On vous demande de vous abonner pour agrandir la famille. On va se conseiller. Entre nous. Voilà, c'est bon. En tout cas, merci. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 10e histoire et écoutez attentivement, s'il vous plaît. Donc, mon problème où il y avait des amis, amitiés, où on peut se donner des idées, ou bien partager les secrets. Moi, mon secret, j'ai gardé à moi. Après, à l'âge de 7 ans, 8 ans, j'ai commencé à découvrir que quand quelque chose de malheur vient arriver aussi, je vois. Oui. Bon, quand ça a commencé, je voyais des esprits, mais ça me fatiguait au vite. Parce que quand je voyais, je criais, j'avais peur. Mais j'avais un ami, il est parti aux États-Unis, c'est un homme. Il est marié actuellement. Je lui ai dit, mais moi je vois les trucs comme ça. Il me dit, oh, toi la petite, parce qu'il m'appelait toujours la petite sorcière. C'est lui seul qui me comprenait, parce que quand je lui disais, il ne me croyait pas. Le jour où je l'ai montré vis-à-vis, parce que si tu doutes de moi, je peux te montrer autrement spirituellement, et puis tu vois, et puis je fais ça, et puis je fais un truc, et puis ça fait que tu ne vois plus rien. Tu restes naturellement. On était sortis, mon papa m'a dit, il ne faut pas sortir. Je me suis cachée, je suis sortie avec lui. Il y avait, comme on dit, il y avait un anniversaire à côté. Entre moi, je ne vais pas dans les soirées. Jusqu'à aujourd'hui, aller en boîte de nuit, où les jeunes filles, non. J'ai passé ma jeunesse, je joue la journée, mais la nuit, je suis chez moi. Puisque je me connais. Parce que dans notre quartier, en ville là-bas, à Conakry, tellement il y avait trop de sorcellerie dans notre quartier. Ça fait que la nuit, les sorciers mettent les filets. Quand on dit filets, les grands filets qu'on met sur les bois là, pour jouer là, au terrain là. C'est ça qui était là. Donc, quand il fait à partir de 19h, moi, je suis chez moi. Je finis de faire ma révision, je cherche à dormir. Donc, tout le monde, quand on dit il y a anniversaire, il y a fête, je ne sors pas. Même si je fais mes défilés de mode, je ne sors pas. Puisque je suis quelqu'un, quand j'étais très jeune, j'étais tellement belle, je faisais des défilés de mode dans les quartiers. Si on fait nos émissions, tout ce que j'ai à faire, mais à partir de 20h, je suis à la maison. Parce que la nuit, comme je me connais, je sais ce qui se passe là-bas. Il y a des heures, je ne sors pas. Ça fait que je suis habituée. Même aujourd'hui, je suis mariée très bien, mais où on dit boîte de nuit, tant, non. Je peux aller au restaurant avec mon mari. Je mange, je reviens, mais où il y a beaucoup de monde là. Parce que souvent, je vois les gens différentes personnes là-bas.
ça ne va pas avec moi. Donc ça fait que je préfère rester où je me sens bien. Parce que je ne force pas. Si je force, je vais avoir des problèmes. Les gens qui se plaignent pour dire que il y a un souci, ou bien les côtés, il n'y a pas affaire de spiritualité, ça n'existe pas. DMG, moi je suis dedans. Je peux dire je suis né dedans. Quand mon papa est décédé aussi, ce qu'il avait est venu à moi. Ma grand-mère est décédée, elle aussi, elle m'a donné son tabouret. Donc moi-même là, je suis dedans 100% même. Parce que quand je tombe enceinte même là, je vais te raconter ça un autre jour. Quand je tombe enceinte, au début, dès que je vois les gros anacondas pitons, je sens déjà que je suis enceinte. Mais jusqu'à le cours de ma grossesse, c'est des lions qui sont à mes cheveux. Quand je vais aller quelque part, côté spirituel, dans les voyages astrales, c'est mes lions. Je m'assois sur un gros lion, tout le reste des lions et puis lionnes, ils sont là à m'entourer comme si j'étais chose, comment dirais-je. Ils étaient mes compagnons quoi, en fait. Voilà. Dans chaque grossesse, c'est comme ça. J'ai fait des enfants, mais quand je suis enceinte, c'est des lions qui sont mes compagnons. Des lions. Quand je vais voyager, je vais aller quelque part, ils viennent, je m'assois sur un de leurs, et puis les autres sont là, je suis au-dessus d'eux. Ils sont en train de me guider jusqu'à j'accouche. C'est comme ça. Donc les gens qui sont en train de parler avec des spiritualités, ça n'existe pas. Côté 4 yeux là, c'est faux. Moi, je peux dire que c'est vrai. C'est parce que je n'ai pas encore pris le courage de parler en live. J'espère que comme c'est la première fois, les gens vont aimer aussi mon petite histoire parce que c'est pas grande chose. J'ai été un peu bref pour un peu plus de détails. Si Dieu le veut, Inch'Allah, je vais venir encore pour une autre histoire. J'ai tellement d'histoires à raconter de ce que j'ai vécu durant toute mon enfance jusqu'à actuellement. J'espère que ça va vous plaire et puis vous allez beaucoup aimer. Parce que je ne suis pas quelqu'un de normal. Je suis une personne très spéciale et puis paranormale aussi. Donc, ça fait que ça me fatigue beaucoup. Avant, mais maintenant, alhamdoulilah, je remets tout dans la main de Dieu parce que c'est lui qui a voulu que ça m'arrive, donc j'accepte tout. Ça ne m'empêche pas d'évoluer. Parce que mon mari, à chaque personne... Attends, je ne peux pas rentrer dans les détails. Un autre jour, je vais raconter ça parce que j'ai tellement d'histoires à vous raconter de ma vie. Ce n'est pas pour l'histoire de quelqu'un, c'est ce que moi-même j'ai vécu. Je suis en train de vécu encore, donc c'est tellement intéressant. Si Dieu le veut, Inch'Allah, je vais vous raconter ça. Bisous à la communauté DMG. Likez et partagez et commentez. Merci. Voilà, c'était la dernière histoire. Merci d'avoir participé jusqu'à la fin. Comme j'ai dit au départ, là, s'il vous plaît, après le live chat, allez sur la vidéo normale, les commentaires. Laissez un commentaire là-bas, pas seulement dans le live chat, parce que là-bas, après, ça n'affiche pas sur la vidéo normalement. C'est pour ça que vous allez voir, on est nombreux dans le live chat là encore de commenter beaucoup, plus de 2000 commentaires, mais après, on ne verra qu'un truc comme 100 commentaires, parce que après le live chat, il y a la vidéo qui va rester sur la page. Il faut aussi laisser un commentaire là-bas. Donc, merci. À demain, 12h pour une nouvelle vidéo. Laissez des commentaires, partagez, likez, commentez, faites comme d'habitude. J'ai confiance. On est ensemble.